AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour, aujourd'hui je reçois Vincent Crouzet, expert en géopolitique des conflits, ancien collaborateur de la DGSE, auteur de très nombreux ouvrages et aujourd'hui de Comment vivre dans un monde en guerre, édité dans la collection HALT. Mais avant de débattre de comment nous pourrions vivre dans un monde en guerre, je vous invite à nous engager pour essayer de vivre dans un monde en paix. Depuis 80 ans, nous, Européens, avons connu une paix relative, convaincus que les grandes tragédies appartiennent au passé. Les décennies de tranquillité nous ont conduits à une perception de paix inébranlable, immuable. Bercés par cette illusion, rien ne semblait pouvoir perturber nos certitudes. Pourtant, sous cette surface, les plus attentifs savent que le monde est en ébullition. Les tensions internationales, les conflits armés, les guerres économiques, informationnelles, hybrides, rappellent constamment la fragilité de cet équilibre. La paix que nous croyons acquise repose sur des fils si tenus qu'un souffle semble suffire à tout faire basculer. Mais alors, que faire de cette conscience aiguë de la fragilité ? Doit-elle nous paralyser ou au contraire nous pousser à réfléchir à ce que signifie vivre dans un monde en guerre ? Devons-nous nous imposer un effort de lucidité, de responsabilité et reconnaître que chaque décision, qu'elle soit individuelle ou collective, peut influencer le cours de l'histoire ? Sommes-nous prêts à affronter, saurions-nous affronter les épreuves qu'endurent les Ukrainiens, les Israéliens, les Palestiniens et tant d'autres peuples frappés par la guerre ? Cette violence, nous la consommons au quotidien, sur nos écrans, dans des récits fictionnels ou à travers des jeux vidéo. Elle infiltre nos consciences, ébranle notre sérénité et parfois notre foi en l'avenir. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore bouleversé nos existences. Alors comment nous préparer à l'impensable ? À une survie individuelle et collective dans un monde où l'intimidation nucléaire devient une technique de pouvoir? Peut-être faut-il d'abord comprendre que se préparer à l'éventualité d'un conflit ne revient pas à l'accepter, mais à s'en protéger, à refuser de s'y abandonner. Cela implique une prise de conscience collective afin d'examiner nos propres comportements, qu'ils soient intentionnels ou non, leur rôle dans l'alimentation des tensions, de reconnaître l'effet insidieux des fausses informations, de sourcer les fake news qui brouillent notre capacité de jugement, de refuser de se soumettre à une peur insidieuse. Et puis se poser une question fondamentale. À quel moment notre avis de citoyen est-il sollicité sur des guerres qui, bien que lointaines, façonnent notre monde ? Ok, je la refais. À quel moment notre avis de citoyen est-il sollicité sur des guerres qui, bien que lointaines, façonnent notre monde ? Depuis toujours, l'humanité a été façonnée par des luttes et des affrontements. Ce constat nous rappelle que la paix est loin d'être la norme. À l'heure où l'insouciance n'est plus une option, il devient urgent de s'approprier la question de la paix, non pas comme une évidence, mais comme un choix conscient, une lutte active et un engagement collectif pour bâtir un nouveau futur. Bonjour Vincent Crouzet. Bonjour Muriel. Vous êtes expert en géopolitique des conflits, vous avez collaboré pendant 24 ans à la DGSE, vous avez publié de très nombreux ouvrages et ce matin je vous reçois pour ce manifeste et publié dans la collection HALT des éditions de la Martinière Jeunesse, Comment vivre dans un monde en guerre. Alors ce manifeste, Comment vivre dans un monde en guerre, vous l'avez voulu, vous l'avez écrit pour les jeunes de 15-25 ans. Pourquoi pour eux spécifiquement ? Parce que je me suis aperçu, Muriel, que en fait, les enfants de mes amis, qui sont des grands ados, entre 15 et 25 ans, en fait, subissaient le cours des événements et vivaient finalement la guerre que nous connaissons en Europe depuis 2 ans de manière très anxiogène. Et j'ai ressenti le besoin d'écrire ce manifeste, poussé aussi par mon éditrice sur ce texte, Marie Bluteau. Parce que je ressentais vraiment le besoin de leur faire partager mon expérience et c'est difficile quand on a 60 ans en fait de s'adresser aux jeunes entre 15 et 25 ans et sans éviter de passer pour un vieux con, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, j'essaye avec mon expérience finalement d'ancien espion de terrain, essayer de leur donner quelques leçons, quelques pistes qu'ils suivront ou non, justement pour ne pas subir un conflit. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édito, le titre exact, ce serait « Comment vivre dans un monde en guerre quand on vit dans un monde en paix » en fait. En fait, cette génération, on le sait, elle est exposée dès le plus jeune âge à des jeux vidéo, souvent violents, à des représentations très agressives, véhiculées par la pornographie. Est-ce que vous pensez que ces jeunes sont enclins finalement à banaliser la violence ? En fait, est-ce qu'ils en comprennent vraiment la gravité ? En fait, pour beaucoup d'entre eux, la violence est fictionnelle.
Donc en fait, elle est raccordée à une notion quasiment de plaisir, notamment chez les jeunes garçons sur les jeux vidéo de guerre, où finalement on dégomme des cibles et des adversaires avec un certain plaisir. En fait, il y a une décorrélation entre le plaisir qu'ils prennent et la vraie violence. Et finalement, le principe de réalité qui les rattrape à un moment donné, notamment à travers les informations et la guerre qui est à 2200 km de chez nous, la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre au Proche et au Moyen-Orient, tout ça finalement les bouscule et les déstabilise, parce que entre le plaisir qu'ils prenaient finalement à jouer à des jeux de guerre, War Games, et puis la guerre réelle qui touche une somme de destin, une somme de souffrance individuelle et collective, tout ça, ça vient les bousculer et les questionner. Ça, c'est ce qui ressort des entretiens que vous avez avec eux? C'est ce qui ressort de ce que je ressens pour ma part. Et même moi, même nous, je veux dire, on peut prendre plaisir à regarder un film de guerre, une fiction de guerre, etc. Et finalement, alors qu'en fait, on est horrifié par la guerre elle-même. Alors vous insistez sur l'importance de se méfier des informations immédiates et de revenir vers des médias fiables. Vous pensez que les jeunes sont en mesure de faire la distinction entre ce qui est fiable dans une source journalistique, ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils ont cette culture-là? Alors le problème, c'est la captation de l'information essentiellement sur les réseaux sociaux, qui véhiculent, il y a 2 réseaux sociaux qui véhiculent 90% des fake news dans le monde, que sont TikTok et X. Alors je le dis tout à fait volontiers, sachant que moi je suis un fidèle de X et que j'utilise tous les jours. Ah, vous n'avez pas encore renoncé? Vous ne faites pas partie des abandons? Non, j'ai pas renoncé parce que justement j'estime que mon ennemi idéologique, si j'ose dire, mais je mets ça vraiment entre guillemets, me donne le droit justement, non pas de le combattre, mais d'aller sur son propre terrain pour communiquer, pour aller chercher en fait des informations. Donc, ce que je suggère dans le manifeste, c'est que, alors c'est pas évident pour les jeunes générations de sortir en fait des bulles informationnelles que sont les réseaux sociaux et d'aller vers des médias plus mainstream, donc avec des journalistes qui ont été formés, qui recoupent leur information, qui sont prudents dans la diffusion de l'information. Mais c'est essentiel. Donc il faut arriver à faire cet effort-là. À les inciter à aller vers la presse écrite, par exemple? Aller vers la presse écrite ou vers la presse écrite en ligne, ou vers la presse en ligne, vers les grands médias en ligne. Même pour les titres, parce que effectivement, il faut être abonné souvent pour avoir accès à l'intégralité du papier, mais même ne serait-ce que pour les titres et les premières informations qui sont diffusées et les confronter avec ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que simplement s'abreuver ou se nourrir des informations sur les réseaux sociaux, d'abord c'est vivre parfois dans un mensonge permanent. Or la vie n'est pas un mensonge. Il faut accepter quand même la réalité. Et la vérité, un peu quand même, voilà, de temps en temps. On se ment toujours, on ment tous les jours, les mensonges faciles. Moi, j'ai appris à mentir professionnellement. Vous avez beaucoup menti, non ? J'ai beaucoup menti, et je pense que j'ai bien menti, et je dois pouvoir mentir encore très correctement. Mais on peut pas vivre en permanence dans le mensonge. Il faut aussi accepter la réalité, il faut être rattrapé par la réalité. C'est important d'avoir des exercices de vérité dans une vie, et notamment des exercices de vérité informationnelle. Alors la paix peut se décliner sous différentes formes. La paix intérieure, celle qui consiste à trouver un équilibre personnel, une paix active à travers des actions concrètes comme des projets ou des campagnes, la paix interactive qui facilite le dialogue et la résolution des conflits. Et vous prenez la paix proactive, celle qui consiste à ne pas subir. Alors comment est-ce qu'on intègre dans un quotidien une paix un peu proactive? Ça veut dire quoi? D'abord en s'informant bien, c'est une première chose, à être vraiment dans la réalité du monde. Ensuite, en s'engageant. Alors, on peut s'engager de différentes manières. Par exemple, voter, c'est s'engager. Parce que voter, c'est un acte, c'est le premier acte démocratique, facile, qui est gratuit, qui revient régulièrement et qui nous permet de choisir. Le choix, c'est la liberté. Moi, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de grands ados, enfin, qui ont l'âge de voter, ne votent pas parce qu'ils n'ont plus confiance dans leurs élites, ils n'ont plus confiance dans la démocratie, ils ont l'impression qu'on leur ment, etc. Donc voilà, il faut aller voter, ça nous permet de faire des choix, peu importe pour qui l'on vote, mais ça nous permet, et surtout ça nous permet de nous situer dans le monde, parce que la plupart des partis politiques français se situent dans le monde par rapport aux grands conflits contemporains notamment. Donc ça, c'est le premier engagement, qui est un engagement facile et qui est un engagement citoyen. Ensuite, on peut
s'engager dans une association, dans un syndicat, dans un parti politique, pour pouvoir participer en fait au mouvement du monde. Et puis en France, on a la chance quand même d'avoir un tissu d'ONG formidable. Nous avons été à l'origine à la création de grandes ONG, MSF, MDM, et d'autres ONG, Handicap International, etc., qui parcourent le monde et qui vont directement sur les fractures du monde. Donc si on a besoin de se rapprocher des fractures du monde pour mieux les comprendre, pourquoi ne pas s'engager dans une ONG ? Et puis ensuite, l'engagement dont je parle aussi, c'est aussi de l'engagement éventuellement dans nos forces armées, au service de la nation, qui peut attirer aussi énormément de jeunes qui peuvent considérer les armées comme un pilier de notre démocratie. Alors justement, sur cet aspect-là, on a abandonné notre service militaire il y a de nombreuses années. Ça a sûrement marqué une rupture dans la transmission des notions d'engagement civique et de défense collective. On a essayé de mettre en place un service national universel, le CNU, qui en fait devait en partie combler ce vide, qui est un échec aujourd'hui, avec des critiques sur son coût et son efficacité. Est-ce que ces deux abandons successifs, ça traduit une perte de valeur accordée à l'engagement des jeunes, comme celui que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire celui de rejoindre les forces armées, la gendarmerie, par exemple? Est-ce que vous pensez que ce manque de cadre est déstructurant pour non, je ne crois pas, aujourd'hui? parce que pour toute une génération dont j'ai encore fait partie, puisque j'ai fait mon service national, ce service national ne se faisait pas sur la base du volontariat et c'était souvent un effort forcé. Alors après, on pouvait modérer son point de vue sur le service national au contact des armées, ce qui a été mon cas par exemple, en faisant une école d'officier de réserve, et en essayant de profiter au mieux finalement de cette période qui m'était que je devais réaliser. Le service national universel, en fait, c'est un espèce de, on est à mi-chemin, et ça demande effectivement beaucoup d'engagement de la part des armées pour finalement très peu de résultats. Non, je pense qu'il faut que l'engagement il soit volontaire et complet. Et si les jeunes ne s'engagent pas nécessairement aujourd'hui dans les forces armées, ça je peux tout à fait le comprendre. Il y a des gens qui sont pacifistes, qui n'ont pas envie, Néanmoins, ils ont une palette aujourd'hui d'engagement qui est possible et qui leur permet de mieux vivre dans un monde en guerre. Bon, enfin, on va être optimiste parce qu'un dernier sondage nous dit que 61% des Français sont prêts à s'engager. Donc, dont acte. Alors, vous avez passé 24 ans au service de la DGSE. Pour nos auditeurs, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est là... Extérieure. Pardon, oui, tout à fait, de la sécurité extérieure, qui est l'un des principaux services de renseignement français, qui opère sous l'autorité du ministère des Armées. Vous avez vécu des moments, j'imagine, complètement intenses et uniques. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué davantage que les autres ? Une expérience générale, c'est le regard sur le monde, c'est-à-dire d'essayer de regarder les choses de manière équidistante, tout en conservant ses valeurs et ses convictions, mais en comprenant que l'on soit né à Gaza ou à Tel Aviv, on n'a pas du tout la même focale et évidemment le même regard sur le monde. Je pense que on voit beaucoup le renseignement aujourd'hui sous l'angle du cyber, du renseignement électronique, spatial, etc. Alors qu'en fait, l'humain et le plaisir, en fait, prennent une place très importante. Pour moi, ça a été mon moteur, en fait, le plaisir de voyager, le plaisir de rencontrer des femmes et des hommes différents, dans des contextes différents, d'avoir la chance, quand on a 25 ans, de rencontrer des personnages historiques de la grande histoire, donc être un espèce de petit pion, de petit soldat, mais intégré dans la grande histoire. Donc ça, oui, c'est une expérience irremplaçable. Et puis, surtout, de travailler avec des femmes et des hommes, au contact de femmes et d'hommes. Mes officiers traitants de la DGSE, qui étaient des gens exceptionnels. Alors, on parle beaucoup en ce moment de guerre nucléaire. On entend ça régulièrement à la radio, à la télé, enfin absolument partout. L'Allemagne a tout dernièrement recensé ses abris nucléaires. La Suède distribue des guides pour préparer sa population à d'éventuelles guerres ou de menaces nucléaires. J'ai deux questions. Est-ce que d'abord, vous croyez à cette menace-là? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment préparés en France? Alors, il ne faut pas vivre dans la psychose. Le problème de tous ces exercices ou de toutes ces démarches, c'est que finalement elles peuvent engendrer un sentiment de psychose dans la population, mais il ne faut pas vivre non plus dans le déni. Dans l'histoire de l'humanité, quand on a des armes, c'est parfois malheureusement pour s'en servir. Et d'ailleurs, le monde s'est déjà servi d'armes nucléaires par 2 fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a l'impression que le concept de dissuasion, en fait, nous protège d'un conflit nucléarisé.
Mais les choses sont tellement fragiles dans ce monde et qu'elles tiennent tellement à la psychologie de l'humain qui est à même de pouvoir les utiliser ou pas. Je pense notamment aux dirigeants nord-coréens ou éventuellement aux dirigeants iraniens s'ils possèdent un jour la capacité en fait d'utiliser l'arme nucléaire, qu'on peut pas en fait, on peut pas écarter cette hypothèse. Mais on ne peut pas non plus vivre en permanence dans cette idée-là, parce que sinon, si on vit dans l'idée que l'apocalypse est pour demain, ça va être... L'important, c'est l'espérance dans l'humanité. Oui, mais l'autre jour, quand on a préparé cette conversation, vous m'avez dit on est à 2 doigts d'une catastrophe. Ça veut dire quoi, ça? On est à 2 doigts d'une catastrophe parce qu'on ne sait pas ce qu'une escalade, en fait, peut nous promettre. On n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine. Moi, je suis relativement optimiste concernant Poutine. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas suicidaire. Et puis, il y a des garde-fous aussi en Russie. Des gens, c'est un état-major russe qui peut-être arrêteront le désastre si jamais, malheureusement, cela devait advenir. Mais il existe des docteurs Folamour. Alors là, je fais référence à un vieux film de Stanley Kubrick, des docteurs Folamour. Il peut en exister sur Terre. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'édito, le monde s'est construit autour de guerres, beaucoup. Malheureusement. C'est construit sur les guerres, et c'est construit les frontières. Sur les guerres. Et est-ce qu'on est condamné à vivre dans un monde perpétuellement en guerre? Est-ce que les humains, et en particulier les hommes, qui mènent ces guerres, vont... Ouais, qui originellement, en fait, sont le genre masculin est à l'origine des guerres la plupart du temps. Souvent, parfois pour des conquêtes amoureuses, pour se prouver des choses par rapport aux femmes. C'est un peu facile, ça, non? Non, conquérir des territoires... montrer qu'on est plus fort, etc. Ça fait partie aussi d'une certaine masculinité, il ne faut pas se le cacher, qui existe. Alors qu'est-ce qu'on doit dire à ces hommes aujourd'hui? C'est la force de la civilisation et des démocraties. C'est d'arriver à filtrer en fait nos impulsions guerrières ou de violence. On a tous une part de violence en nous. En fait, oui, d'ailleurs, la nier, à mon avis, c'est méconnaître le genre humain. On a tous eu des accès de violence à un moment donné, dans des circonstances familiales ou des querelles de couple ou des choses parfois dans la rue, etc. Et vraiment, il faut les réfréner. Comment dire, ne pas en faire fi en fait est une erreur. Il faut vraiment connaître la part de violence que chacun porte en soi. Oui, d'ailleurs, vous dites dans le manifeste, j'ai vu des gens parfaitement civilisés se révéler sur des territoires de guerre de parfaits assassins. Oui, l'humain et c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, j'ai pu avoir des conversations extrêmement cultivées et délicates avec certains des individus qui le lendemain étaient des assassins de masse ou des criminels de guerre. Oui. C'est tout à fait déstabilisant. Bon, merci Vincent, on va terminer là-dessus. Enfin, quand même, je recommande à tout le monde de lire Comment vivre dans un monde en guerre pour essayer de vivre dans un monde en paix, parce que tous les conseils que vous donnez sont vraiment pour vivre dans un monde en paix. Et je vous conseille donc à tous d'acheter ce manifeste. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Merci Muriel. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.